Bonjour à toutes et à tous, hein. On va débuter ce webinaire. Alors, petite consigne, avant tout, pensez à désactiver, de moins dans un premier temps, vos micros et si vous voulez bien sûr prendre la parole, il n'y a pas de souci. Simplement, pour pouvoir prendre la parole, comme on est quand même assez nombreux, ce qui serait intéressant, c'est que vous cliquiez, sur, l'icône, «Lever la main» qui est tout en bas dans votre menu, en bas de l'écran, pour qu'on puisse vraiment répondre à toutes, les questions, dans d'excellentes conditions. Ou bien sûr, vous pouvez, utiliser le chat, donc la discussion en saisissant votre message. On répondra, de toute façon à toutes vos interventions. Alors, j'ai l'honneur de commencer, à me présenter. Je suis donc, Franck Puygonier. Je suis responsable de la gamme, juridique affaires, donc des logiciels, de la gamme juridique affaires au sein de Lefebvre Dalloz. C'est une entité, donc qui, au travers d'un partenariat, avec Caslo Analytics depuis maintenant, 4 ans. Caslo Analytics, Elena vous la présentera un peu plus en détail, mais déjà c'est une legal tech, hein, qui est experte en création donc de solutions, de quantification de l'aléa juridique. Tandis que la marque, Lefebvre Dalloz, hein, c'est un regroupement, de plusieurs, maisons d'édition que vous connaissez bien, qui sont Dalloz, Éditions, Législatives et Éditions Francis Lefebvre. Ce sont des sociétés pardon, qui proposent donc des solutions logicielles et qui offrent une réponse, on va dire, globale, au niveau des besoins des professionnels. Le partenariat, qui est exclusif, depuis, donc je vous disais 4 ans, regroupe, sur à peu près une trentaine de modules qui vont, du droit immobilier au droit de la famille, et qui vont vous permettre, de répondre surtout à une question qui vous est, souvent posée: «Maître, quelles sont, mes chances de gagner?» Ce sont donc des outils de jurimétrie, qui ont vraiment qu'un seul but, c'est vous permettre d'améliorer la rentabilité, donc de votre, cabinet et puis surtout d'optimiser votre temps de travail. Et c'est ce que nous allons vous démontrer, dans quelques minutes par l'intervention de 2 de vos pairs. Mais pour le moment, je laisse, la parole, à Elena. Je vous remercie Franck. Bonjour à tous. Je suis donc Elena Guérin, juriste chez Kaislo Analytics et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Maître Lagarde qui est avocate spécialiste en droit de la famille et également Maître Robiou Dupont, avocat spécialiste à la fois en droit du travail et en droit pénal. Tous deux viennent témoigner aujourd'hui de l'intégration de nos outils de jurimétrie dans leur pratique, tant pour gagner, comme le disait Franck, en efficacité, mais également pour améliorer la rentabilité de leur cabinet. Donc, merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Juste avant de débuter, pour rappel, donc le webinaire va durer 1 heure et on vous a mis à disposition un module de chat et vous pouvez intervenir, en levant la main, évidemment. Et avant de laisser la parole à nos invités, je vous propose de de vous montrer un petit peu notre outil, comment nous fonctionnons. Donc pour rappel, Kaislo Analytics, c'est une legal tech qui a été, créée en 2017 par Monsieur Lévy, qui est mathématicien, et Jérôme Dupré, qui est magistrat. Heu, Comme le disait Franck, Kaislo Analytics, c'est un outil qui est imaginé pour fournir une analyse précise, mais également réduire l'incertitude des procédures judiciaires. De quelle manière donc on va modéliser les décisions judiciaires par l'intelligence artificielle. Ce qui vous permet donc, de proposer une analyse scientifique à l'expertise judiciaire, de faciliter la recherche de jurisprudence grâce à notre partenariat avec Dalloz, qu'on pourra voir, sur notre application, et de donner plus de temps d'analyse sur des sujets qui, ont une valeur ajoutée, beaucoup plus haute. Et enfin, de répondre à la question qu'on vous pose souvent: «Mais quelles sont mes chances de gagner?» Donc voilà, ça c'est, vraiment, la théorie. Mais place à la pratique, je vais vous partager mon écran et on va pouvoir vous démontrer notre outil.
La matière qu'on vous propose aujourd'hui de découvrir avec nous, ça va être de la prestation compensatoire, donc du droit de la famille, ce qui est un de nos modules les plus en vogue. Donc, quand vous êtes inscrit sur notre outil, vous avez accès à cette application qui est, comme beaucoup d'applications, une base de données. Typiquement, je vais aller consulter de la jurisprudence. Ici, on va aller en prestations compensatoires et dans cet onglet, nous allons pouvoir, accéder donc à l'ensemble des décisions, disponibles sur notre application. Ici, en prestations compensatoires, on a 8 076 décisions. Vous pouvez accéder à chacune de ces décisions en cliquant sur chaque petit rond. Et ici, vous aurez à chaque fois le détail de cette décision avec les informations du dossier qui a été traité. Bien évidemment, quand vous utilisez notre application, notre valeur ajoutée, c'est la quantification du risque judiciaire. Donc, si vous avez un dossier, par exemple, on va aller sur une durée du mariage qui est de 17 ans. Donc là, je vais rentrer une fourchette un petit peu plus large. J'observe déjà qu'on est descendu à 1 389 décisions. Si on va sur le revenu annuel du débiteur par rapport au cas que je vous ai préparé pour aujourd'hui, le revenu dans notre dossier est de 62 000 €. Ici, je vais mettre un petit peu plus large aussi. Enregistrer les filtres, on descend à 63 décisions. Et je vais aller comme ça, ainsi de suite, au plus proche de mon dossier. Donc, par exemple, l'âge du créancier qui est de 45. Je voudrais exactement le même âge. J'enregistre 3 décisions. On peut continuer. Et le patrimoine du créancier qui, par exemple, était à 100 000 €, eh bien, je demande entre 95 et 105 000 €. Bon, là, on arrive à 0 décision, ce qui est assez logique puisque votre dossier que vous êtes en train d'analyser aujourd'hui n'est pas encore une jurisprudence. Donc là, tout est notre valeur ajoutée. On va simuler une décision de justice. Et donc, en cliquant ici, je vais avoir accès à cette page-là. C'est un formulaire dans lequel on va remplir les informations de votre dossier. Tout ce qui concerne la juridiction, que vous soyez en première instance ou alors vous pouvez déjà aussi être en appel. On va remplir les informations qui concernent le créancier de la prestation compensatoire et on va remplir les informations qui concernent le débiteur de la prestation compensatoire. À partir de là, je peux simuler mes 100 décisions pour accéder aux résultats. Et dans ces résultats, vous trouvez plusieurs parties: la quantification du risque, la motivation des décisions, la jurisprudence qu'on a déjà traitée au préalable et le rapport. Donc, tous les critères que j'ai remplis au préalable sont sur votre gauche pour vous rappeler un petit peu le dossier. Dans la quantification du risque, on vous donne le pourcentage de probabilité que le magistrat alloue une prestation compensatoire au regard de ce dossier en particulier. Donc ici, on a 97% de magistrats qui allouent une prestation compensatoire. Maintenant, ce qui nous intéresse également, parmi ces 97%, c'est de connaître la fourchette de montant de prestations compensatoires qui a été distribuée par nos juges. Donc ici, on a une fourchette qui va de 65 500 € jusqu'à 124 500 €. Et on trouve la proportion de juges qui attribuent plus ou moins le montant sélectionné. Ici, on a seulement 2% des magistrats qui allouent une prestation compensatoire de 124 500 € dans votre dossier toujours. Et puis ici, par exemple, beaucoup plus, 21% de magistrats se retrouvent à allouer 92 500 € dans votre dossier. Donc là, ça vous donne cette fourchette et on vous donne également la provision du risque. Ce graphique vous aide à plusieurs étapes de votre dossier. Tout d'abord, si vous êtes dans le cadre d'une négociation, d'une transaction, mais également si vous avez déjà eu une décision de première instance et que vous vous interrogez sur l'opportunité d'interjeter appel et que vous êtes en pleine discussion avec votre client à ce sujet. Je vous montre ces 2 utilités rapidement. Ici, je me place à 80 par exemple. Ça veut dire qu'il n'y a que 20 de probabilité d'obtenir plus que la somme que vous voyez affichée, 106 000 €. Donc, très peu de chances d'obtenir plus que cette somme. Ce qui vous donne une idée finalement chiffrée du montant à partir duquel vous pouvez négocier. Si par exemple, je descends au plus bas pour qu'on ait une idée assez claire, vous êtes en première instance, vous avez obtenu une décision à hauteur de 82 000 € par exemple. Vous savez ici que vous êtes dans la fourchette basse et donc
il vous reste quand même 80 de probabilité d'obtenir beaucoup plus. Voilà, donc ça vous donne des informations chiffrées pour vous aider à, décider, pour vous aider à convaincre votre client, pour échanger avec lui, sur les montants qui sont soit demandés, soit sur le montant, auquel votre client peut être condamné. Voici pour la quantification du risque. Maintenant, sur la motivation des décisions, l'idée, c'est de vous expliquer comment nos moteurs d'intelligence artificielle ont fonctionné et donc quels sont les critères qui ont joué, soit dans ce premier graphique en faveur ou en défaveur d'une entrée en voie de condamnation, donc c'était nos 97%, soit pour les montants qui ont été octroyés, quels sont les critères qui ont joué. Par exemple, on observe que la différence de revenus est un critère qui a joué en faveur d'un montant élevé. Au contraire, la durée du mariage ou encore les sacrifices consentis ont joué en défaveur d'un montant élevé. La durée du mariage, ça va être peut-être difficile pour vous de jouer dessus en termes de critères soumis à interprétation, forcément. Par contre, les sacrifices consentis, ici, c'est un critère sur lequel vous pouvez jouer. C'est-à-dire qu'on peut reformuler cette requête. Ici, les sacrifices consentis étaient faibles. Vous pouvez reformuler cette requête et mettre des sacrifices moyens ou des sacrifices plus forts. Et dans ces cas-là, on va pouvoir observer peut-être une différence de résultat ou au contraire, peut-être une absence de différence de résultat. Donc pour vous montrer ça, ici, donc, il a joué ici sur les montants. Maintenant, je vous présente la même requête, formulée cette fois-ci, hop, c'est celle-ci, avec les sacrifices moyens. Tout à l'heure, on était à 106 000 € à 80 et maintenant, on est à 114 000 €. Donc, on a déjà une différence dans les montants. Et on observe également, si je retourne sur la motivation des décisions, que les sacrifices consentis sont devenus en fait un critère prépondérant dans l'entrée en voie de condamnation, mais également dans les montants qui sont accordés. Donc, c'est un critère sur lequel vous allez pouvoir peut-être jouer, peut-être mettre en avant, faire varier. En tout cas, il est soumis à interprétation et impact sur les résultats de votre requête, de votre dossier. Enfin, la jurisprudence, donc ça, on l'a vu tout à l'heure, donc je ne vais pas aller plus loin. Mais voilà, vous pouvez continuer à filtrer pour vous rapprocher des décisions les plus proches de votre dossier et pouvoir consolider votre dossier. Et enfin, le rapport. Donc ce rapport, finalement, c'est l'ensemble des résultats qu'on vous a mis à disposition, que vous allez pouvoir imprimer, que vous allez pouvoir enregistrer, que vous pouvez personnaliser, évidemment, le renommer, ajouter votre logo, commenter, puisque vous allez sûrement vouloir interpréter ces résultats, les fournir peut-être à votre client ou peut-être simplement pour votre dossier en interne, et vous retrouvez l'ensemble, les critères de la requête, l'ensemble des graphiques que vous pouvez afficher ou non, tout dépend de ce que vous souhaitez, l'utilité de votre rapport. On trouve également les décisions que vous pouvez choisir de sélectionner. Ces décisions, vous pouvez d'ailleurs y avoir accès dans l'intégralité du texte, puisqu'avec notre partenariat Dalloz, dans l'onglet jurisprudence, nous, on vous donne le détail de ces décisions, mais vous pouvez aussi avoir l'intégralité du texte pour aller chercher dedans. Et enfin, vous finissez, si vous le souhaitez, par des commentaires. Donc, l'ensemble de ce rapport vous permet de le fournir parfois à votre client, parfois pour vous. En tout cas, sachez qu'on a de nombreux avocats qui utilisent ce rapport et qui le refacturent à leurs clients. Ce qui est assez intéressant, c'est de se dire qu'un rapport est généralement facturé plus de 200 €. Pour vous donner un exemple, sur notre contentieux actuel, prestations compensatoires, plus en droit de la famille, on a aussi la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants. Ces 2 modules regroupés ensemble, vous en avez pour 185 € par mois, donc pour ce pack droit de la famille. Donc avec un rapport qui a été facturé à votre client, vous rentabilisez et vous faites du gain finalement sur le rapport qui a été facturé et vous remboursez également l'abonnement. J'ajoute aussi que en droit de la famille, on est en train de développer un nouvel outil sur la liquidation du régime matrimonial, donc qui sera bientôt aussi mis à disposition dans le pack famille. Voilà pour la démonstration.
Je pense que je vais pouvoir laisser la parole maintenant à maître Lagarde, qui sera plus à même, de nous expliquer la pratique, que vous avez de notre outil. Eh bien, merci et bonjour à tous. Donc, moi, je suis Véronique Lagarde, avocate spécialisée en droit de la famille. J'exerce auprès du tribunal judiciaire de Meaux. J'ai souscrit à l'abonnement Case Law Analytique depuis 2 ans et je l'utilise dans tous mes dossiers divorce. Vraiment, enfin, voilà, quand on fait du droit de la famille, quand on fait des procédures en divorce, se pose très régulièrement la question d'une prestation compensatoire, de la quantifier, que l'on soit créancier de la prestation compensatoire ou débiteur de la prestation compensatoire. J'ai l'habitude pour moi, et je pense que vous faites comme moi, de dire à nos clients que c'est vraiment des notions qui sont extrêmement, enfin, qui sont appréciées de façon très variable par les tribunaux et qu'on pourrait avoir 10 juges différents qui travaillent sur le dossier et 10 montants différents. Et donc, c'est compliqué pour nous d'arriver à quantifier, en tout cas à présenter de façon la plus objective possible à nos clients un chiffrage de prestations compensatoires. Et c'est là où cet outil a vraiment changé ma pratique. Alors, ma pratique, comme vous, je sais faire les calculs sur la prestation compensatoire avec les différentes méthodes qui sont un peu fastidieuses, mais on y arrive. Mais c'est dans le rapport au client que moi, j'ai vu la différence. C'est-à-dire que quand je fais un premier rendez-vous avec les clients, enfin, moi, très, très, très régulièrement, je leur propose, en tout cas, je leur parle de cet outil, je leur dis que mon cabinet est accompagné par un logiciel d'intelligence artificielle qui nous permet d'objectiver un tant soit peu cette notion de prestation compensatoire qui est très difficilement appréhendable par nos clients. Et je fais la démonstration devant eux. Alors, à partir des informations qu'ils me communiquent sur le rendez-vous, donc c'est des rendez-vous qui sont longs, je le conçois, mais il y a des éléments qui sont très simples à recueillir, comme l'âge, l'état de santé et la durée du mariage. Il y en a d'autres sur lesquels il faut un peu approfondir sur la valeur du patrimoine, notamment qu'il soit commun, indivis ou propre. Mais généralement, les clients, ils ont quand même une petite idée. Alors évidemment, ce rapport-là, on l'affine au fur et à mesure du dossier, mais dès le premier rendez-vous, je peux leur préciser et leur montrer le fameux tableau qui vous a été présenté, les fameux graphiques, qui sont très parlants pour le client. Très parlants pour nous, c'est sûr, mais très parlants pour le client. Et vraiment, mon rapport sur ce sujet-là avec les clients, pour moi, a changé. C'est-à-dire que on va prendre le stéréotype où c'est l'époux qui va verser à l'épouse une prestation compensatoire. Quand monsieur vient me voir et qu'il me dit j'ai déjà tout payé, elle va repartir avec la moitié de tout s'ils sont en régime de communauté, et en plus vous m'annoncez le principe de la prestation compensatoire, il n'en est pas question parce qu'elle est déjà bien servie. On a beau leur dire que c'est la loi, qu'il faut qu'ils s'attendent à ce que cette demande soit présentée, que son épouse va être assistée d'un avocat, et qu'on va avoir cette discussion-là, c'est difficile pour le client d'admettre. Et il pourrait remettre en cause ce que moi je peux lui dire. Quand je lui soumets cet outil, quand on remplit ensemble les données, parce que c'est un outil qui est très simple d'utilisation. Enfin, vraiment, ceux qui l'ont pensé se sont vraiment mis à nos places, parce que voilà, moi je suis vraiment pas une geek, enfin une geek pardon, en informatique, mais il est très simple à utiliser. Et on fait du pas à pas avec le client et on arrive sur ces tableaux, sur ces schémas qui sont lisibles pour eux. Et c'est un rapport que je leur donne pas à l'issue du premier rendez-vous parce qu'on va l'affiner au fur et à mesure du temps, mais que je peux effectivement leur transmettre au fur et à mesure du dossier, de l'avancement du dossier, pour dire voilà le résultat et le document au final que l'on a pu obtenir grâce à cet outil, et que je peux derrière facturer au client en disant c'est un outil qui nous a permis d'objectiver un tant soit peu la question, la discussion de la prestation compensatoire, qui permet au client de savoir un petit peu ce qu'il attend, et ce qui me permet à moi aussi, et parce que j'ai deux aspects, j'ai vraiment la négociation avec le client, en tout cas l'approche vis-à-vis du client, et la négociation que j'ai après avec le confrère.
je suis sur une posture beaucoup plus stable et beaucoup plus sereine pour moi en disant, j'ai mon risque qui est quantifié. Donc, si en face, on me demande moins que la fourchette, ben, je vais inciter mon client tout de suite à dire oui. Et si j'ai une demande qui est trop gourmande, voilà, moi je sais instinctivement, parce que je connais mes juges, je connais un peu la JP de la Cour d'appel de Paris, je sais à peu près ce qui m'attend, mais pour arriver à discuter avec le confrère, et parfois je fais les recherches avec le confrère, notamment sur les dossiers amiables de consentement mutuel, en disant, vous me demandez tant, écoutez, moi j'ai un outil, venez à mon cabinet, on fait un rendez-vous commun, on le présente à nos clients et on arrive du coup à une fourchette qui est beaucoup plus, enfin, en tout cas, compréhensible pour le client. Donc moi, vraiment, c'est quand, voilà, quand on a préparé cette intervention avec voilà, les personnes de Caselo, je leur ai vraiment dit, et c'est pas pour leur faire plaisir, parce que j'ai aucun intérêt à vendre ce produit-là, c'est juste, j'ai vraiment vu une différence dans l'appréciation de la notion de la prestation compensatoire avec mon client et moi dans la négociation avec le confrère. Donc c'est un outil aujourd'hui que je ne peux pas envisager de ne pas utiliser dans mes dossiers. Vraiment, enfin, j'essaye de vous expliquer comment moi je pratique, comment moi je vois les choses. Je l'utilise dans tous mes dossiers dans lesquels il y a une question de prestation compensatoire et en droit de la famille, c'est le plus souvent. Le client, ou même si je prends l'autre stéréotype, la cliente qui arrive en disant vous croyez vraiment que j'ai droit, ben, là je lui montre que c'est quantifiable, ou alors je pars sur des demandes qui sont très très au-delà de ce que j'imaginais. Je le dis à la cliente et lorsqu'elle voit le tableau, il est en couleur, les graphiques sont compréhensibles, mais elle dit ah oui, effectivement, là je suis un peu gourmande, par exemple. Et puis, il y a des situations, en tout cas, il y a des critères sur lesquels on peut jouer. Donc là, on vous a précisé que le critère de sacrifice important ou pas sur lequel on peut jouer, mais la durée du mariage aussi, je rebondis parce que je ne suis pas tout à fait d'accord, la durée du mariage, on a le vif mariage et le couple qui vivait avant mariage ou le couple qui est séparé depuis très longtemps et qui sont toujours mariés. Donc cette notion de vif mariage aussi, on peut la mettre en avant et faire changer ces critères-là pour arriver à faire du sur-mesure et à ajuster vraiment la présentation, en tout cas, qui nous est proposée par Caselo. Donc, je n'y vois que des intérêts. Effectivement, c'est un coût financier pour le cabinet, mais voilà, lorsqu'on est professionnel, et je pense que tous ceux qui sont inscrits sur ce module, vous êtes sensibles sur ces sujets-là et d'arriver à quantifier le risque pour vos clients et puis pour vous, votre dossier, c'est un outil qui est très, très utile et pour moi qui me semble vraiment indispensable. Enfin, je vais vous raconter ma vie, mais toute cette semaine, en tout cas sur les ondes de radio, on parle de l'intelligence artificielle qui existe déjà dans notre quotidien et qui va rentrer de plus en plus dans nos pratiques. Je pense que nous aussi, on doit se saisir de ces outils-là parce que d'autres les ont. Et si vous souhaitez que votre cabinet reste à la pointe et que vous puissiez, non pas sur du doigt mouillé, mais sur des éléments quantifiables, en tout cas, appuyer vos dossiers, je pense que c'est nécessaire. Et effectivement, le refacturer au client, c'est un outil, vous pouvez communiquer dessus et le refacturer à vos clients derrière. Voilà mon expérience en tout cas. Merci, maître. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à rebondir et je laisse la main maintenant à maître Robio-Dupont. Bonjour également à tous. Moi, je vais rebondir un peu parce que je fais aussi, donc je suis avocat à Nantes, je fais aussi du droit de la famille un petit peu et je partage absolument tout ce qui vient d'être dit. Alors, je peux avoir un ton un peu facétieux, mais par exemple, dans les relations avec les confrères, quand je suis avec un confrère qui est un peu, comment dire, un peu sûr de lui, je lui dis, vous avez à peu près 4% de chances d'obtenir la somme que vous sollicitez. Et
on me répond toujours je ne crois pas aux statistiques, et je leur dis vous avez raison, un enfant sur 3 n'est chinois, j'ai 4 enfants et la dernière n'est pas chinoise, ni la première d'ailleurs, ce qui déstabilise un petit peu tout le monde et qui permet de commencer vraiment une discussion en disant moi, j'ai ça. C'est un outil qui a quand même été reconnu par le CNBF comme étant un outil sérieux. C'est des gens qui sont, quand je dis des gens, je parle de Kesslo, hein, que je connais bien puisque j'habite Nantes et eux aussi. Donc, je peux vous assurer qu'ils existent en vrai. Hein. J'ai rencontré Jacques Lévy-L, je lui ai serré la main. Enfin, c'est un vrai monsieur, c'est pas qu'une intelligence artificielle, c'est une vraie intelligence. Donc, je leur dis, c'est des gens sérieux, c'est des gens qui travaillent avec Dalloz. Maintenant, vous faites ce que vous voulez, mais moi, je vais donner à mon client un rapport qu'il pourra éventuellement communiquer à votre cliente, pourquoi pas. La stratégie que je vais suivre, c'est que, admettons qu'il y ait 40% des magistrats qui proposent une somme un peu au-dessous donc, de la moyenne, hein, si on se base uniquement sur la moyenne, bah, vous allez faire un procès et au bout du compte, vous aurez, j'allais dire peut-être 5 ou 10 000 euros de plus et votre cliente aura dépensé beaucoup d'argent et beaucoup d'énergie. Est-ce qu'on ne peut pas se mettre d'accord? Et je peux vous assurer que ça participe quand même grandement à la conviction du confrère et grandement à la conviction du client ou de l'adversaire. Hein. Et je suis bien d'accord, que ce soit en droit du travail ou en prestation compensatoire, que le fait, alors on appelle ça trianguler, c'est-à-dire que le fait d'avoir une autorité un peu extérieure à nous, réputée être intelligente, ou en tout cas dont on ne remet pas en cause l'intelligence, ça permet de, comment dire, d'aller beaucoup plus vite avec ses clients pour les amener à regarder leur dossier différemment. Hein. Donc, bon. Après, le coût, ça dépend des fois. De temps en temps, je refacture la recherche, de temps en temps pas. On a parlé comment dire, d'un abonnement qui est de l'ordre de 200 euros, enfin un peu moins quand on prend le pack complet. Ça veut dire que si vous facturez tous les mois, en tout cas une requête à 200, 250 euros, vous rentabilisez votre investissement sans aucune difficulté. Et c'est ce que je fais et c'est ce que je mets dans les conventions d'honoraires de façon à ce que cet outil soit d'emblée, comment dire, indiqué au client comme étant utilisé par le cabinet. Au début, j'ai été un peu surpris parce que c'est pas que j'avais honte, mais enfin, je me suis dit quand même de comment dire, comment vendre l'idée que ma compétence, en tout cas sur ce sujet-là, euh, euh, est déléguée à quelqu'un d'autre. Et en fait, je me suis rendu compte que ça avait l'effet inverse, c'est-à-dire que plutôt que de passer pour quelqu'un d'incompétent qui fait appel à un site, je ne sais pas quoi, pour faire un calcul, les clients accordaient une réalité, un intérêt, une importance et une autorité aux résultats de Kessler bien supérieur au bidouillage, je dis ça exprès avec un peu de moquerie vis-à-vis de moi, hein, au bidouillage que je pouvais faire avec mon tableau Excel dont je ne sais pas toujours bien me servir, qui regroupait les différentes autres méthodes. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. En droit du travail, il y a il y a plusieurs applications. Il y en a une sur les indemnités de licenciement, pardon, Questo, mais qui ne présente pas forcément un intérêt aujourd'hui fabuleux, compte tenu de l'évolution du barème Macron. En revanche, comment dire, ce module, c'est comment dire, pas amélioré, mais élargi, notamment avec les questions de harcèlement moral, qui est quand même aujourd'hui, en droit du travail, l'angle d'attaque très fréquemment utilisé par les confrères qui sont enfin, qui est en demande, en tout cas, il m'arrive d'être en demande, parce que c'est ce qui permet en quelque sorte, pas d'exploser le barème Macron, mais enfin d'améliorer quand même sensiblement la situation. Et là,
comment dire, le travail avec le client est très intéressant parce que en faisant en direct, comme fait ma consoeur Lagarde avec le client, on lui dit, mais par exemple, est-ce qu'il y a eu une forme de placardisation? Parce que s'il y a ça, on s'aperçoit que, compte tenu de ce que vous m'avez donné, les dommages et intérêts qu'on peut solliciter sont augmentés de 5 ou 6 000 euros. Alors la personne me dit, ouais, mais qu'est-ce que c'est qu'une placardisation? Et vous travaillez avec elle et vous lui donnez en quelque sorte, je ne sais pas comment dire ça, l'envie, je ne sais pas si c'est le terme qu'on peut faire, ou en tout cas vous la motivez pour qu'elle vous trouve les preuves dont vous avez besoin, parce que ces preuves ont comment dire, un effet objectivé qui est intéressant. Et donc, de ce point de vue-là, on arrive maintenant à un travail qui est assez précis. D'une part sur les chances de succès, hein, c'est la courbe montante qu'on vous a montrée, hein, et puis d'autre part sur les critères qui peuvent rentrer en ligne de compte et comment est-ce qu'on peut, en quelque sorte, améliorer le score en allant chercher d'autres critères ou en augmentant, j'allais dire, l'intensité des critères qu'on a initialement retenus. Donc ça, c'est en droit du travail et ça fonctionne vraiment bien. Là où ça m'est utile aussi, encore que c'est pour l'instant pas, c'est pas expérimental, mais enfin c'est pas encore suffisamment bien rodé et pas suffisamment bien accepté, c'est que j'ai développé une activité de médiation qui est relativement importante. En tout cas, dans l'énergie que j'y mets, dans le chiffre d'affaires que ça me procure, pour l'instant c'est très raisonnable, mais dans l'énergie que j'y mets, bon. Et je suis en train de me dire que j'essaye de me mettre à la place des confrères à qui on propose la médiation. Et je me dis, moi, quand on me propose une médiation dans un dossier, j'y vais pas parce que c'est un procès bis qui aboutit à rien. Donc, je vais faire payer 2 fois à mon client quelque chose. J'exagère, hein, je suis très pro-médiation. Donc, je veux, Madame Albrand, je vous vois réagir. Pas de peau, hein. Mais du coup, je ne vous entends pas parce que vous avez votre micro. Donc, je vous vois réagir. Je suis vraiment très pro-médiation, mais je me dis, est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de proposer des médiations alors, je vais me faire tordre le cou par tous les médiateurs patentés et dogmatiques, un peu plus dynamiques que celles qui existent, en disant, écoutez, vous êtes sur tel litige, on va faire appel, je vous propose d'utiliser une requête Kessler, vous remplissez vous-même les critères et vous regardez vous-même ce que ça donne. Et à chaque fois que je l'ai fait, c'est pas beaucoup pour l'instant, hein, c'est 2-3 fois, mais à chaque fois, les confrères se sont dit, bon, une fois qu'on élimine les 50% de chances de gagner ou 50% de chances de perdre qu'on ne sait pas trop gérer, en tout cas, si on perd, bon an, mal an, on va arriver à s'entendre parce qu'on sait à peu près où ça va tomber. Et comment dire, tout le travail de rapprochement des parties avant même d'arriver à l'accord, hein, tout ce travail de rapprochement se fait beaucoup plus vite. Et maintenant, je peux mener des médiations en un entretien de 2 à 3 heures. Il est très préparé en amont, mais bon. Et je ne sors pas trop, en tout cas, de mon rôle de médiateur, me semble-t-il, puisque je délègue à une intelligence dite artificielle le soin de me donner les indications qu'il faut sur les montants. Donc, je ne quitte pas ma neutralité, je propose l'outil, Kessler, et si on me dit, OK, on prend cet outil-là, eh ben, on y va, les deux prennent le même, les deux complètent le dossier, c'est moi qui fais la requête, mais c'est sur leurs indications. Et donc, on a ce côté-là qui est vraiment très intéressant. Le petit bémol pour moi, c'est que quand on est un peu éclectique, comme je peux l'être, notamment en médiation, en tout cas, Kessler s'est beaucoup amélioré sur, comment dire, la manière de remplir le questionnaire.
comme ça que je l'appelle, ou la manière de faire la requête. Au début, j'allais dire, on pouvait perdre du temps et pas être très à l'aise. Aujourd'hui, ça va vraiment relativement vite. Et une fois que vous avez pigé le fonctionnement d'une requête, si vous prenez par exemple celui du harcèlement moral, qui est un, un peu compliquée, un peu complète. Une fois qu'on a pigé ce fonctionnement-là, on sait se débrouiller avec tous les autres modules qui peuvent exister. Voilà rapidement hein, ma manière d'utiliser Keslo, que j'ai découvert bien sûr comme peut-être un certain nombre de confrères qui l'utilisent maintenant depuis quelques années à la faveur du confinement, puisqu'on n'avait plus rien à faire et que donc on peut enfin commencer à cogiter sur l'avenir et se demander comment est-ce qu'on va travailler demain matin. Moi, je suis convaincu qu'on va être travaillé comme ça demain matin. Je suis peut-être à mon cabinet, j'ai 2 associés qui sont plus jeunes, qui commencent tout juste à s'y mettre entre guillemets, hein, parce qu'ils ne voyaient pas l'intérêt. Enfin, ils se disaient, mais je suis en train de couper la branche sur laquelle je suis assis. Mais pas du tout. Enfin, c'est pas. Enfin, pour moi, c'est pas ça la question. La question, c'est de répondre aux clients le plus rapidement possible et éventuellement de gagner des sous sur le travail qui est fait par Questo. Parce que quand vous allez chez le réparateur auto et qu'il vous vend un pneu, il vous vend pas le pneu prix coûtant. Il prend une marge dessus et il a bien raison. Et je ne vois pour ma part aucun inconvénient de prendre une marge sur, on va dire, l'excellent produit que Keslo met à ma disposition. Voilà, je vous prie de m'excuser, j'ai toujours eu un ton un peu impertinent et un peu direct, donc j'espère que j'ai choqué personne. Au pire, on peut en reparler, bien sûr. Hein. Je suis pas que provocateur, mais c'est dans ma nature, donc j'ai du mal à pas la laisser prendre le dessus. J'y arrive pas. Voilà. Je pense que j'ai à peu près fait le tour de ce que j'avais en tête, mais bien sûr, peut-être que les uns et les autres, vous avez des questions de pratique, hein, parce que c'est ça qui est intéressant. Hein. Donc n'hésitez pas, je pense que c'est la même chose pour ma consoeur Lagarde. On est vraiment très pro-Keslo, c'est bête à dire, hein, mais c'est ce que vous disiez, Maître Lagarde. L'essayer, c'est l'adopter. Maintenant, moi, la prestation compensatoire, mais j'ai plus aucune envie de plonger dans les tableaux Excel. Enfin bon, ça va tellement vite et c'est tellement précis que c'est comme si vous essayiez de faire de la neurochirurgie avec un burin. Non, on a des outils aujourd'hui qui sont assez précis et qui fonctionnent vraiment bien. Voilà, je m'arrête, promis, ça y est, c'est fini. Merci, maître. Il y avait une question justement pour vous au sujet de cette marge de facturation. Serait-il possible d'avoir un exemple de clause à inclure dans nos conventions justifiant la refacturation de ce service? Moi, je mets simplement dans un petit catalogue ou dans un petit listing de prestations fournies par le cabinet, requête Keslo. Hein. Alors, selon l'humeur et selon la fortune du client, parce que ça rentre en ligne de compte, bien sûr, je refacture ça entre 300 et 500 euros hors taxe. Quand les clients me demandent ce que c'est, ben je leur explique, notamment en matière de divorce, et je leur dis, oui, d'abord, il faut payer l'abonnement. Deuxièmement, il faut un petit peu de temps quand même pour préparer la requête. Troisièmement, il faut du temps pour la reprendre avec vous la requête et jouer un peu sur les critères, savoir sur quels critères vous pouvez être mieux positionné que d'autres. Tout ça prend du temps, ça affine très sensiblement votre dossier et la somme que vous allez payer est, me semble-t-il, largement justifiée. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question de la personne qui s'est posée. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. C'est parfait. Est-ce que Maître Lagarde, vous vouliez rajouter quelque chose Non, moi j'adhère effectivement à ce qui a été dit par notre confrère et c'est un outil que je trouve, moi j'utilise que le module famille, mais un outil qui est simple d'utilisation et qui est lisible pour nous et pour le client. Donc vraiment, lorsque les gens sortent du rendez-vous, au lieu d'être dans l'incertitude,
ils arrivent à mieux appréhender ce concept-là et je suis d'accord avec mon confrère en disant, j'ai pas l'impression d'une moins-value de ma part en disant c'est pas moi qui fais, je délègue à quelqu'un. Au contraire, je me sers des outils qui existent aujourd'hui pour affiner mon expertise et soumettre à mon client ou à mon confrère des éléments objectivables sous forme de jurisprudence. Parce que c'est pas, Caselo, c'est pas la décision du juge, hein, c'est un outil qui va nous servir, nous, avocats, pour négocier dans le cadre d'accords amiables ou qui va nous servir pour présenter au juge des jurisprudences qui se rapprochent le plus de la situation. Moi, il m'est déjà arrivé d'intégrer effectivement 15 jurisprudences que m'avait sorti Caselo, parce que parfois on ne parvient pas à un accord, mais du coup, j'arrive avec un dossier extrêmement construit, des situations à peu près comparables. C'est jamais à l'identique, mais c'est à peu près comparable en disant j'ai la même durée de mariage, j'ai des revenus à peu près comparables. J'ai une décision de justice qui dit ça. On ne sait jamais comment le juge va rendre lui sa décision et faire ses calculs, mais si je lui présente un maximum d'informations qui va dans le même sens, je crois bien, en tout cas j'ai envie de croire que ça lui aura été utile, à mon client et pour le juge en tout cas. Si je peux me permettre d'ajouter quelque chose, on entend beaucoup parler actuellement de chat GPT là, que j'ai testé. Je pense qu'il va falloir qu'on change de logiciel, nous. C'est-à-dire que c'est pas l'accès à l'information qui va devenir difficile, c'est de savoir poser des questions. Mais par la porte ou par la fenêtre, on est déjà totalement dépassé, hein. Je ne sais pas si vous avez les résultats en termes d'intelligence artificielle, mais au début de ChatGPT, ils arrivaient dans les 10% des derniers à être admis au barreau de New York. Aujourd'hui, ils arrivent dans les 10 premiers pourcents à être admis. Le barreau de New York, c'est quand même un truc, c'est pas parce que c'est New York, bien sûr, il faut parler anglais, ce qui m'arrive pas, donc je ne vais pas me confronter à ChatGPT sur ce terrain-là, mais en tout cas, la manière dont les questions sont posées permettent aujourd'hui d'avoir un accès à l'information qui est extraordinaire. Mais c'est toujours ça, à mon avis, qui a fait notre métier d'avocat. Qu'est-ce qui fait que pendant des années, on a été payé, c'est qu'on savait ce que c'était qu'un code du travail ou qu'un code civil, qu'on savait dans quelle bibliothèque ou dans quelle librairie on pouvait l'acheter, qu'on avait 100 € à mettre dans un code Dalloz à l'époque, ou 100 francs à mettre dans un code Dalloz, et qu'on savait lire les articles. C'était l'accès à l'information qui fait notre spécificité d'avocat. Aujourd'hui, c'est plus ça. N'importe qui a tout sur Internet. Et pour autant, il y a toujours autant d'avocats, voire un peu plus. Donc, je pense que la question d'avoir recours à l'intelligence artificielle, c'est comment dire, vraiment des barrières qu'on se met, alors qu'en réalité, un, on n'a pas le choix, et deux, c'est une opportunité qui est, à mon sens, assez extraordinaire. En tout cas, moi, c'est ce qui me passionne aussi là-dedans, c'est de tester des trucs que j'imaginais pas quand j'étais petit, quoi. Enfin, quand j'étais petit, quand j'étais jeune avocat. Quand j'étais petit, je m'en fichais un peu, mais quand j'étais jeune avocat. Voilà, pardon, j'ai repris un peu la parole, ma chère consoeur, mais ça m'est venu comme ça. Hein? Je vais la reprendre maintenant. J'ai vu passer une question sur le module la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants. Donc, il existe dans le module Caselo. Je l'utilise aussi. Alors, moins, ça c'est vrai, parce que j'ai l'impression d'avoir autant d'expertise que Caselo sur la question de la contribution à l'entretien. Je vous le dis, c'est ce que je pense. Je l'utilise quand même et il m'est déjà arrivé d'utiliser, surtout que je l'ai à ma disposition, mais sur des dossiers assez particuliers. Alors, soit avec des éléments de fortune dont je n'ai pas forcément l'habitude, ou alors avec des situations particulières, par exemple avec des avis d'imposition peut-être un peu compliqués à lire, avec des personnes qui sont expatriées, avec des besoins particuliers pour les enfants. Donc, quand il y a des situations particulières, je fais cette requête à Caselo. Sur le quotidien, moins, sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants. Voilà.
Mais pareil, il y a de la jurisprudence et sur des situations, parce que même nos juges, ils sont habitués à aller en moyenne 10% par mois et par enfant, on a tous ce critère-là. Et quand on est sur des très hauts revenus, ça ne veut pas dire grand-chose. Et quand on a des situations particulières avec des revenus immobiliers ou qui ne sont pas des revenus du travail ou des dividendes qui sont versés, du coup, là, j'ai pu retrouver des jurisprudences qui m'étaient utiles. Voilà. Est-ce que vous souhaitez que je vous montre peut-être l'ensemble des modules que nous avons à disposition? Parce que je vois qu'il y a pas Ouais. mal de questions qui passent à ce sujet. Donc, je vais repartager mon écran. En fait, sur notre application, en fonction de l'abonnement que vous prenez, quand je fais créer une nouvelle requête, ici, on a un ensemble, tous les modules que nous proposons. Donc, on a en outil gratuit, par exemple, l'indemnité légale et conventionnelle de licenciement. Mais sinon, on a aussi du droit boursier, du droit civil avec du préjudice corporel et de la responsabilité civile des huissiers. En droit commercial, rupture brutale des relations commerciales établies, qui est un module qui marche très bien chez nous. Concurrence déloyale, entente, franchise, les baux commerciaux avec l'éviction et la fixation du loyer commercial. Droit de la concurrence. On a également donc le droit de la famille qu'on a vu au préalable, la propriété intellectuelle, du droit public, et enfin le droit social qui est assez complet comme domaine. Le harcèlement moral de tout à l'heure, heures supplémentaires, licenciement nul, etc. Donc ça, c'est l'ensemble des modules que nous avons actuellement. D'autres sont en cours de création. Et enfin, donc effectivement, plus un domaine pour développer en fait un module chez nous, on a besoin d'une jurisprudence assez étoffée en la matière, puisque c'est comme ça que fonctionne l'intelligence artificielle. Donc après, si vous avez aussi des idées de contentieux qui serait intéressant pour vous de voir développer, s'il y a de la jurisprudence, c'est tout à fait envisageable de multiplier les modules chez nous pour pouvoir les créer et que vous puissiez les avoir à disposition. Si vous avez d'autres questions, je vous laisse les ajouter dans le chat. Il nous reste encore quelques minutes. Hop, je regarde en même temps. Excusez-moi, ça ne vous embête pas si je la pose de vive voix? Ce serait parfait. Je vous laisse Merci. prendre la parole. J'ai vu qu'au début, il y avait un onglet « Créer une nouvelle requête ». Moi, je passe par là en règle générale, mais j'ai vu que vous passiez par jurisprudence. Donc, quelle est l'opportunité de faire l'un ou l'autre? Alors, effectivement, donc c'est un nouveau parcours qu'on a développé. Normalement, on passait par créer une nouvelle requête. Vous remplissez le formulaire et puis vous avez accès aux résultats. Et maintenant, on a ouvert un nouveau parcours qui est de passer d'abord par de la jurisprudence, puisqu'on a des clients qui sont parfois qui sont intéressés, d'abord par la base de données pour avoir accès à de la jurisprudence. Et ensuite, on leur permet de revenir en arrière s'ils veulent finalement faire une nouvelle requête. Donc, c'est deux portes d'entrée différentes et le parcours jurisprudence est à quelques semaines en fait chez nous. Ah voilà, c'est pour ça que je l'ai pas Il encore. est tout nouveau, exactement. Merci. Je vous en prie. Est-ce que l'on peut répondre encore à quelques questions que vous auriez de vive voix ou par écrit? Est-ce que Maître, vous vouliez ajouter une dernière chose, une dernière remarque sur votre utilisation ou sur un autre sujet d'ailleurs? A priori, non, parce que je pense qu'on a fait à peu près le tour. Vraiment, l'idée que j'ai, moi, c'est que faut l'essayer et voir comment est-ce qu'on est à l'aise et voir comment est-ce que ça change le rapport avec le client et avec les confrères dits adverses pour se rendre compte de ce que cet outil, comment dire, objective objectif ce qu'on peut obtenir si on obtient gain de cause. Ça ne résout pas, à mon avis, tout à fait, mais pour l'instant, heureusement, la question de
ce que vous appelez, vous, la provision du risque. C'est-à-dire que, effectivement, quand on dit qu'il y a 50% de chances qu'on ait ça, oui, il y a une chance pour qu'on gagne le dossier, une chance pour qu'on en perde, et on a tous gagné des dossiers complètement pourris et perdu des excellents dossiers. Donc, c'est plus, une fois que l'analyse est faite, que le dossier se présente sous de bons auspices, que Kessler devient intéressant. En revanche, avec ce qui se passe en tout cas en droit du travail sur les critères qui sont donnés, on peut apprécier de manière plus solide aujourd'hui les chances de succès, sans parler du quantum qui va être obtenu. Merci, maître. Voilà. Je vous partage les résultats du sondage qui est passé tout à l'heure pendant le webinaire. Donc, à la question de savoir, vous sentiriez-vous à l'aise de facturer le rapport de jurémétrie? Donc, 100% des participants ont répondu tout à fait. S'il vous reste des questions, il en reste une. Puis-je me permettre de vous demander les axes de différenciation par rapport à Predictis? Moi, je ne peux pas vous les donner parce que je n'utilise pas Predictis. Donc, la garde, vous l'avez utilisé? Non, je n'ai pas utilisé non plus. C'est l'outil de Lexis, c'est ça? Pardon. Oui. Alors, si je l'ai, parce que j'ai Lexis parallèlement, et notamment sur la question de l'appréciation compensatoire avec Lexis 360 et le module intelligence artificielle sur l'appréciation compensatoire, ça n'a absolument rien à voir. Du coup, c'est pour ça que j'y pensais même pas et j'étais pas sûre que ce soit bien ça. Non, ça n'a rien à voir parce que les critères sont pas aussi précis et c'est nettement moins lisible. En tout cas, de la pratique que j'avais fait, parce que j'ai dû le faire 1 ou 2 fois, il balance la jurisprudence sans l'expliquer. Là, on a aussi la motivation, ce qui vous a été présenté, c'est en raison de la durée du mariage ou du patrimoine ou de la différence de revenus. Et on voit qu'on peut jouer sur certains critères et nous, dans la présentation de dossier, ça nous sert. Donc, je ne l'ai pas utilisé récemment, l'outil de Lexis sur la prestation compensatoire, mais les 2-3 fois que je l'avais utilisé, peut-être qu'il est mieux développé depuis, ça n'avait absolument rien à voir. Vraiment. Et pour donner un petit élément supplémentaire, chez Kaizo Analytics, pour l'intelligence artificielle, on travaille à partir donc, de probabilités et non de statistiques, ce qui vous permet de comprendre qu'on va en fait se projeter sur une situation qui n'a jamais été encore vue par un juge, mais on apprend donc en fait à nos algorithmes à réfléchir, à reconnaître en fait le raisonnement du juge. L'algorithme s'entraîne à raisonner de cette manière-là, contrairement à des statistiques qui donnent finalement un état de fait, un état passé. Donc, les statistiques vous donneront ce qui s'est passé dans la jurisprudence donc, antérieure. L'intelligence artificielle, dans le machine learning, on va faire une projection en fait, de votre dossier, ce qui est nettement différent en fait, sur les résultats. Je ne vois pas d'autres questions supplémentaires. On vous a laissé dans le chat une adresse mail si vous avez des questions supplémentaires, si vous avez des demandes d'informations également sur nos modules. Et je vais vous laisser la parole, Franck, pour clôturer ce webinaire. Et merci encore, Maître Lagarde et Robio-Dupont. Merci beaucoup. Oui, merci. Oui, avant tout, effectivement, on tient à remercier tous nos intervenants et plus particulièrement Maître Lagarde et Maître Robio-Dupont, qui, je pense, au travers de ce webinaire, ont pu vous montrer d'une part, vous faire partager ce constat de bénéfices qui peuvent être apportés par les outils de géométrie, de manière générale, et d'autre part, vous faire observer tout l'intérêt du partenariat entre, du coup, Dalloz Avocat et Kaizo Analytics, puisqu'on voit bien que toute l'analyse de la jurisprudence est absolument importante.
je dirais que en ayant répondu à vos attentes sur ce sujet, j'espère qu'on vous a montré tout l'intérêt des outils de géométrie de manière générale pour faciliter votre travail au quotidien. Et puis, donc effectivement, on va mettre dans le chat le lien pour le formulaire de contact. Et puis, les rapports, je vais mettre tout de suite les fichiers donc des différents rapports qui sont sortis dans les cas d'usage que tu as fait, Elena. Et puis, maintenant, il nous reste plus qu'à vous dire à bientôt pour un nouveau webinaire. Et puis, bon appétit, vu l'heure. Donc, je mets tout ça dans le chat tout de suite pour que vous ayez toutes les informations nécessaires. Voilà, merci.